euh, la maison mère des centres calabriniens de vous recevoir aujourd'hui. C'est pour moi un plaisir d'échanger avec l'ensemble du réseau calabrinien qui commençait à jouer un rôle important dans son expertise, dans son plaidoyer et dans ses études sur les migrations, que ce soit à l'échelle nationale pour mon pays, la France, que ce soit à l'échelle internationale. En plus, peut-être une donnée nouvelle, c'est que le discours des Scalabriniens est aussi aujourd'hui le discours central de l'Église à l'échelle internationale et que le pape n'est pas un Scalabrinien, mais il a l'esprit d'un Scalabrinien quand il pense les migrations et on voit qu'il a été beaucoup influencé par les Scalabriniens dans par François, bien sûr, sa conception, dans sa relation aux migrations et pour avoir entendu le discours du pape dans ma ville, Marseille, qui est au sud de la France, pour moi, c'était comme si il récitait l'œuvre de Scalabrini aujourd'hui. On m'a donné pour mission aujourd'hui de faire un peu un état de l'art des études françaises, voire francophones, sur les migrations. Et effectivement, je trouve que cet état de l'art intervient à un bon moment. Pourquoi un bon moment? Parce que la France connaît un certain nombre de changements dans les approches théoriques, dans les méthodologies, dans les paradigmes de l'étude du fait migratoire. Ces changements sont principalement dus à l'émergence d'une nouvelle génération de chercheurs, une nouvelle génération d'universitaires. Aujourd'hui, il y a 20 ans, j'étais un des plus jeunes. Aujourd'hui, je suis un des plus vieux, presque un très vieux même, par rapport à tout ce mouvement de renouvellement, presque de régénération des études sur l'immigration. Donc, je vais essayer de très rapidement de vous tracer à grands traits ces évolutions et je dirais même presque aussi ces ruptures dans l'approche, dans la conception, dans la façon de regarder les phénomènes migratoires. Il y a un nouveau regard et je vais essayer de vous l'exposer. En France, comme dans beaucoup de pays d'Europe, euh, les études, les recherches sur l'immigration étaient un domaine marginal. Dans la hiérarchie universitaire, on peut dire que ceux qui travaillaient sur l'immigration étaient considérés comme marginaux. C'était un champ de recherche qui n'était pas très valorisé sur le plan académique et sur le plan social. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut parler en ce sens-là d'un processus d'institutionnalisation des études migratoires à l'université ou je dirais d'une manière générale dans le champ scientifique français. Aujourd'hui, les spécialistes des migrations sont reconnus comme des universitaires de premier plan. Ils sont considérés comme des universitaires, comment on pourrait dire, même parfois dominants. Nous avons, par exemple, en France, une institution qui est héritée même de l'ancien régime, qui s'appelle le Collège de France. Le Collège de France, c'est une sorte d'académie, les meilleurs spécialistes de toutes les disciplines. Aujourd'hui, il y a une chaire migration au Collège de France. Ça, c'est un signe très fort de la reconnaissance, de l'institutionnalisation des études sur l'immigration en France, qui sont considérées aujourd'hui comme des études nobles. Je ne sais pas comment on peut traduire en italien noble, c'est-à-dire c'est des études valorisantes, nobles. Voilà, hein. Mais il faut quand même souligner un paradoxe. Et c'est un paradoxe important lorsqu'on fait le bilan des études sur l'immigration en France. L'objet scientifique, l'objet universitaire de migration
comme je vous l'ai dit, est devenu un objet noble. Mais en même temps, le sujet des migrations est toujours considéré comme un objet dévalorisé par les politiques, par la société, un objet dévalorisé et stigmatisé. Il y a donc une sorte de paradoxe. D'un côté, l'institutionnalisation des recherches, des études, des enseignements sur le fait migratoire, qu'ils sont reconnus par la communauté scientifique, par la communauté universitaire, mais de l'autre, une sorte de stigmatisation de discours très négatifs, de plus en plus négatifs sur le fait migratoire et un objet, on pourrait dire, d'instrumentalisation politique, électorale sur les aspects négatifs de la migration. Donc on voit bien ce qu'on pourrait appeler à la fois un paradoxe, mais aussi une tension permanente entre le discours scientifique, qui a, on dirait aujourd'hui, qui a gagné ses galons, vous savez, les galons, les militaires, le discours scientifique sur les migrations, maintenant, c'est un discours de général, c'est un discours de maréchal, c'est un discours de... Et le discours politique, qui lui considère que c'est un sujet, excusez-moi du terme, un sujet sale. L'immigration est un sujet sale pour les politiques. Il faut le dire, c'est comme ça et ça évolue. Et des politiques qui ne sont pas seulement l'extrême droite ou les radicaux de la droite. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, l'immigration en France est un sujet négatif qui donne lieu à des instrumentalisations politiques électorales. Alors, il y a quand même, faut le dire, depuis maintenant une dizaine d'années, depuis, on va dire, la fin des années 90, les débuts des années 2000, une volonté de fédérer la recherche sur l'immigration. Et il y a la création d'un institut public qui s'appelle l'Institut Convergence Migration, financé par le gouvernement, donc c'est pas un institut privé, qui a le but de fédérer l'ensemble des équipes de recherche, des laboratoires, des instituts qui travaillent sur l'immigration et d'encourager notamment les recherches sur l'immigration chez les jeunes chercheurs. Donc il y a quand même encore, c'est là où il faut être un peu plus nuancé, un peu plus tempéré, une politique publique de soutien aux recherches sur l'immigration. Hein. Et d'ailleurs en France, faut le dire, la majorité des études sont encore des études qui sont financées par l'argent de l'État. C'est vrai. Ça, il faut quand même l'admettre. D'autre part, il y a toujours en France, que ce soit dans les universités parisiennes ou dans les universités du centre de la France comme Lyon ou du sud de la France comme la mienne, Aix-Marseille Université, toujours des laboratoires, des institutions, des équipes de recherche qui travaillent sur l'immigration. Je ne peux pas évaluer exactement le nombre de chercheurs et d'universitaires, mais nous sommes peut-être 300 ou 400 universitaires, statutaires, fonctionnaires, qui touchons un salaire, qui travaillons sur la question migratoire. Donc c'est quelque chose qui est toujours encouragé par la recherche, par l'État. C'est-à-dire que l'État, même s'il a durci le discours sur l'immigration, a quand même continue à soutenir malgré tout, la recherche et les études universitaires. Mais ce qui a changé, je dirais, c'est le positionnement des universitaires et des chercheurs à l'égard de l'État et l'inverse, le positionnement de l'État à l'égard des chercheurs et des universités. Jusqu'aux années 2000, on était dans la situation suivante. On pouvait distinguer 3 catégories de chercheurs ou d'universitaires français qui travaillaient sur l'immigration. La première catégorie, c'est ce que j'appellerais les chercheurs indépendants. Les militants, indépendants et militants, qui travaillaient pour des ONG, NGOs, pour des associations. On appelait ça la recherche-action. Vous savez, ils étaient payés par des organisations non gouvernementales et ils développaient des recherches très intéressantes sur l'immigration. Par exemple, Michel Peraldi, qui est un grand chercheur, a commencé sa carrière comme un chercheur indépendant pour un organisme indépendant. Ça. Deuxième catégorie qu'on trouvait, qui était très importante dans les années, jusqu'aux années 2000, c'est les chercheurs universitaires qui travaillaient pour le gouvernement, qui n'étaient pas seulement des fonctionnaires, mais qui travaillaient avec les ministères. Ministère de la Justice,
ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires sociales. C'était en gros des chercheurs qui étaient cooptés, je ne sais pas comment on dit en italien, par le gouvernement comme experts pour le gouvernement sur la politique migratoire. Et puis il y avait une troisième catégorie, c'est-à-dire des chercheurs ou des universitaires qui travaillaient à l'université et qui étaient spécialisés sur l'immigration. Aujourd'hui, c'est fini. On n'est plus en présence de ces trois catégories. La catégorie des chercheurs indépendants, elle a quasiment disparu. Plus d'argent aux associations. Le CIEMI, c'est quelque chose, puisque nous avons perdu la plupart des associations laïques, catholiques, toute obédience philosophique. Plus de 80% des associations ont perdu les subventions publiques. Avant, nous avions des subventions publiques. Donc, les chercheurs indépendants, on ne peut plus les payer. Chômage, reconversion. Fini. La deuxième catégorie, plus intéressante. Avant, le gouvernement utilisait beaucoup les chercheurs, les universitaires, pour orienter sa politique publique sur l'immigration. Aujourd'hui, c'est fini. Le gouvernement préfère s'appuyer sur des fonctionnaires sécuritaires. Aujourd'hui, pour le gouvernement, la parole qui est fiable sur l'immigration, c'est pas celle des chercheurs, c'est pas celle des universitaires, c'est celle des spécialistes sécuritaires. Vous voyez? Et là, la catégorie des experts est devenue aujourd'hui des gens souvent très radicaux. Ils étaient des conseillers de ministres, aujourd'hui, c'est les conseillers de la critique. Avant, ils étaient pratiquement reconnus comme des universitaires. Nous, on les critiquait beaucoup. On disait c'est des universitaires institutionnels. Aujourd'hui, ils sont des institutionnels du militantisme, tellement ils sont en colère contre le gouvernement. Vous voyez? Par exemple, ce professeur au Collège de France, François Héran, qui a été un grand expert des études démographiques pour le gouvernement, qui aujourd'hui, François Héran, est une des personnes les plus critiques sur la politique migratoire. Et bien sûr, il reste les chercheurs universitaires qui, eux, ont plutôt progressé, notamment dans les nouvelles générations. On a de plus en plus de vocations de jeunes chercheurs qui travaillent sur l'immigration dans des disciplines différentes, en géographie, bien sûr, en sociologie, en anthropologie, mais aussi, très intéressant, puisqu'en France, on dit que c'est la discipline du pouvoir, j'ai fait cette étude, la science politique. Beaucoup de jeunes chercheurs en sciences politiques, on dit que c'est un peu l'élite, entre guillemets, travaillent aujourd'hui sur la question migratoire. Pour vous dire que pour les scientifiques, l'immigration est devenue un objet noble. Alors, comment expliquer aujourd'hui cette situation? Comment expliquer qu'aujourd'hui, je dirais, ce malentendu, ce conflit latent, ce conflit potentiel entre les chercheurs et les universitaires, fait qu'on arrive à un moment de l'histoire de France où l'université est de plus en plus traitée par les politiques avec suspicion. Et très souvent, le discours, les analyses, les études des universitaires sont considérées de plus en plus par les politiques comme des études militantes. Les universitaires, les chercheurs sont souvent accusés d'entretenir, je ne sais pas comment on peut traduire en italien, un agenda militant caché. On leur dit, nous, on fait des études, on fait des enquêtes, on prend de la distance vis-à-vis de notre objet. Les politiques considèrent que nos objets, nos conclusions, nos observations, nos analyses sont plutôt des analyses trop marquées politiquement et idéologiquement. Et ça, c'est tous les chercheurs. C'est pas seulement quelques chercheurs d'extrême gauche, quelques chercheurs de gauche. Mais aujourd'hui, tous les chercheurs sont devenus, peut-être faut-il employer cette expression, suspects. Suspects d'avoir une parole trop politique, trop idéologique. Et on dit, vous travaillez sur des immigrés, vous travaillez sur des migrants, vous travaillez sur des exilés, mais quelque part, vous les soutenez. Vous n'êtes pas seulement des chercheurs, vous n'êtes pas seulement des universitaires, mais vous êtes aussi des soutiens des politiques, contre les politiques migratoires du gouvernement. Donc il y a une relation qui s'est quand même beaucoup dégradée. Aussi bien du côté de je dirais, de l'extrême droite, c'est évident. L'extrême droite croit que nous sommes tous des militants, qu'on a presque des fusils chez nous pour défendre les migrants ou des choses comme ça. Mais aussi, parfois, chez des politiques qui sont pourtant responsables, qui sont pourtant intelligents, mais qui ont du mal à comprendre la prise de position des chercheurs, ou du moins leur divorce, leur distance avec le discours politique. Et c'est très difficile aujourd'hui de développer une analyse distanciée, une analyse dépassionnée, une analyse objective, parce que très souvent, l'objectivité
est considéré par beaucoup de personnes politiques, de partis politiques, l'objectivité est devenue synonyme d'un acte de militantisme. Quand vous critiquez une politique migratoire, quand vous montrez ses effets pervers, quand vous soulignez ses effets négatifs, c'est considéré comme une parole politique et non pas comme une parole scientifique. Alors, radicalisation, certes, du discours des politiques, des représentants de l'État à l'égard des chercheurs, mais, faut le dire, il faut être honnête, aussi radicalisation des chercheurs. C'est-à-dire que dans les nouvelles générations, il y a maintenant des nouveaux paradigmes, des nouvelles approches qui ont beaucoup de succès. Et nous, au CMI, on est assez critique, hein, il faut le dire. Au CMI, donc les représentants du mouvement scalabrinien à Paris, bien sûr qu'on publie tout top d'études. Nous sommes une revue plurielle, nous sommes une revue pluraliste. Nous ne sommes pas là pour développer une ligne idéologique, même si nous avons aussi une vocation de plaidoyer. La revue Migration Société reste d'abord une revue scientifique. Elle est classée aujourd'hui à l'échelle nationale et mondiale comme une revue scientifique. Mais on note une évolution très nette chez les jeunes chercheurs et une attirance des jeunes chercheurs, des jeunes universitaires français spécialistes pour l'immigration, pour les études postcoloniales, postcolonial studies. La critique, dire que voilà, la postcolonial studies, ce qu'on appelle même les études décoloniales. Si je veux résumer, le paradigme décolonial, le paradigme postcolonial qui a beaucoup de succès chez les chercheurs, c'est de considérer qu'aujourd'hui, les politiques publiques sur les migrations sont d'abord un héritage des politiques coloniales françaises et internationales. Que disent les partisans, ceux qui soutiennent ces post-colonial studies ou ces décolonial studies, c'est de dire qu'en fait, comprendre les politiques publiques, comprendre les processus, je dirais, de plus en plus sécuritaires, comme a décrit mon collègue italien, identitaires du traitement des migrants, il faut revenir dans l'histoire, notamment à l'histoire coloniale de l'Europe et de la France. Même s'ils ne sont pas tous d'accord entre eux, les nouvelles générations sont très, sensibles à cette approche postcoloniale, à cette approche décoloniale, de considérer que les politiques migratoires sont d'abord un héritage du regard colonial européen et plus particulièrement du regard colonial français sur les populations colonisées qui sont aujourd'hui des migrants ou des enfants de migrants. Donc il y a... Oui, Samine. Outre ça, donc, bien sûr, on peut là faire une petite nuance sur l'hégémonie des études postcoloniales. D'abord, elles sont très plurielles. Tout le monde, beaucoup de gens se réclament du postcolonialisme, du décolonialisme, mais ne sont pas tous d'accord entre eux. Il n'y a pas de consensus. Deuxièmement, c'est très, très important, c'est que contrairement à ce que dit Macron, même Macron en parlait des sciences sociales sur l'immigration, le président de la République chez nous parle de la dérive idéologique des sciences sociales, pour vous dire que c'est un sujet important, même le président de la République. La thèse que tient le gouvernement, c'est que nous sommes victimes de l'hégémonie américaine. En gros, les chercheurs français sont devenus américains et qu'on reproduit les thèses des universités américaines et de la gauche américaine. Non, en France, il y a quand même eu des chercheurs français qui ont été pas du tout rien à voir avec les universités, notamment l'influence très forte en France et la redécouverte d'un sociologue français d'origine algérienne ou algérien d'origine française, Abdelmalek Sayad. Il est clair que les travaux d'Abdelmalek Sayad, qui est un chercheur algérien, proche d'un grand sociologue français qui s'appelait Pierre Bourdieu, sur comment aujourd'hui le regard sur l'immigration, le regard sur les enfants de l'immigration, surtout sur les descendants de l'immigration qui sont de nationalité française, est un regard qui se joue notamment dans l'héritage colonial sous une forme de reproduction, une reproduction complexe qui a évolué. Et donc, plutôt que d'accuser les chercheurs français d'être des perroquets des études américaines, il faut aussi voir qu'il y a quand même une évolution de la sociologie française et l'influence de la sociologie de Pierre Bourdieu, même s'il n'a pas beaucoup travaillé sur l'immigration, et surtout d'Abdelmalek Sayad. Je vais conclure pour dire, peut-être, il me reste 5 minutes, hein, c'est ça, l'influence des études postcoloniales, le regard décolonial, se traduit chez les jeunes chercheurs par une sensibilité d'étudier aussi de plus en plus l'immigration sous l'angle du racisme, ce qu'ils appellent le racisme systémique. Le racisme, c'est pas une attitude individuelle. Le racisme, c'est pas un comportement individuel. Le racisme, c'est un système. Ça, c'est une des grandes thèses des études postcoloniales, de considérer que les discriminations, que les phénomènes racistes qui touchent
les immigrés, les exilés et surtout les descendants d'exilés aujourd'hui de nationalité française relèvent d'un système et non pas d'attitudes individuelles ou de comportements individuels. Ce qui attire aussi et ce qui explique qu'il y a un deuxième courant de recherche qui a beaucoup de succès en France, mais qui est complémentaire, c'est de plus en plus les études sur le genre, les rapports de sexe, domination homme-femme. Là, il y a beaucoup, et Migration Société, nous sommes témoins, nous avons beaucoup d'offres, d'articles sur la question du rapport homme-femme, sur le processus de féminisation des migrations. C'est vrai qu'elle représente aujourd'hui un migrant sur deux est une femme à l'échelle mondiale, mais au-delà de ça, il y a de plus en plus une volonté de penser les rapports homme-femme dans la migration et notamment d'inverser le regard sur les femmes dans la migration. C'est vrai que jusqu'aux années 90-2000, les femmes, on les étudie dans les processus migratoires, mais on les considère surtout comme des acteurs passifs. C'est les femmes d'eux, c'est les épouses d'eux, c'est les filles d'eux. Aujourd'hui, le regard des jeunes chercheurs français, des jeunes universitaires français sur le rôle des femmes, c'est le regard sur les femmes comme des acteurs actifs, centraux, majeurs de la migration, qui parfois décident elles-mêmes du processus migratoire. Là, il y a un vrai changement de paradigme, de considérer que les femmes ne sont pas simplement des subalternes, même si elles sont traitées comme des subalternes, mais elles sont souvent aussi des décisionnaires, des décideuses, si je puis dire, des processus migratoires, avec deux conséquences. Le changement des rapports hommes-femmes dans les pays de départ, puisque souvent les femmes, c'est elles qui apportent l'argent, donc changement du rôle social de la femme dans les pays de départ, mais aussi changement du rôle de la femme dans les pays d'accueil. Je conclue sur, alors il y a d'autres tendances, il y a de plus en plus des travaux sur les migrations asiatiques, ça a été le grand oublié des migrations en France. Aujourd'hui, l'immigration asiatique est devenue un des sujets centraux. C'était les invisibles, ceux qui ne posaient pas de problème. Aujourd'hui, il y a effectivement un développement d'études sur les migrations asiatiques. Plusieurs raisons, c'est la visibilité de plus en plus des migrations asiatiques dans l'espace public français, les mobilisations associatives, les mobilisations antiracistes. Au début, on dit les Asiatiques sont gentils, ils posent pas de problème, ils travaillent bien, ils sont exemplaires. Bon, maintenant, ils se mobilisent. Voilà, ils disent, nous aussi, nous, on est des Français, on va être reconnus dans notre statut. Et puis, c'est aussi l'émergence d'une nouvelle génération d'auteurs français d'origine asiatique. De plus en plus, il y a des Français d'origine asiatique qui sont devenus aussi des spécialistes de l'immigration et qui prennent la parole. Autre tendance, le développement des études sur le local, face à l'hypercentralisation, face à l'hyper-étatisation des politiques publiques, eh bien, les chercheurs disent, mais nous, on va travailler sur le local. Comment le local peut devenir une alternative aux politiques sécuritaires et centrales des États. Et donc, de plus en plus, cet attrait pour les études locales. Aussi, beaucoup d'études sur, bien sûr, l'immigration de cadres. C'est beaucoup développé. Et peut-être un phénomène dont je ne parle pas dans mon papier, il faudra que je l'ajoute dans mon papier. C'est de plus en plus, il fait déjà 25 pages, je sais. Donc, ça fera 30 pages. C'est de plus en plus l'immigration sud-sud. Là, il y a une vraie évolution dans la recherche française, c'est-à-dire dire, attention, on étudiait toujours les rapports nord-sud, immigration du sud vers le nord. Attention, les pays d'émigration deviennent aussi des pays d'immigration. Comment de plus en plus l'immigration d'Afrique noire vers le Maghreb, d'Afrique subsaharienne vers le Maghreb, l'immigration Maghreb-Maghreb, l'immigration du Maghreb vers les pays du Golfe. Vous voyez? Et ça, les questions de l'immigration sud-sud, l'immigration horizontale, c'est devenu un très gros sujet dans je dirais, les revues, dans les cours, dans les publications, que ce soit les articles ou les livres. Alors, tout ça pour dire, oui, il y a eu cette période de Covid. Et c'est vrai qu'on a souvent exagéré en disant, il y a un avant et après Covid. Vous savez, maintenant, tous les mémoires d'étudiants, avant et après le Covid. Avant, c'était avant et après le mur de Berlin, la chute du mur de Berlin. Maintenant, c'est devenu avant et après le Covid. Tous les mémoires. Bon, ce qu'il faut retenir, et notamment dans les études que nous avons publiées à Migration Société, mais aussi dans d'autres revues françaises comme la revue la revue européenne des migrations internationales ou Hommes et Migration, c'est que le Covid n'est pas une période de changement, c'est une période qui a révélé des choses. Les crises sociales, les crises politiques et les guerres ne sont pas tant des périodes de transformation radicale, contrairement à ce que le sens commun. Ce sont d'abord des périodes qui révèlent. Elles ont révélé l'inégalité face à la mort des migrants. Les migrants meurent plus face au Covid, sont plus malades face au Covid. L'inégalité face aux mobilités internationales,
Finalement, elles existaient avant le Covid. Mais le Covid, ça a été une extraordinaire, ce qu'on appelle un effet de loupe, qui a permis de prendre conscience de phénomènes touchant l'inégalité face à la mort, l'inégalité face à la maladie, l'inégalité face à la liberté de circulation, et même l'inégalité face au travail. Qui était en première ligne dans les hôpitaux? Qui était en première ligne auprès des personnes âgées? Qui était en première ligne auprès des malades? C'était souvent des migrants. C'est souvent les migrants qui ont été les plus exposés à la maladie parce qu'ils font des métiers qui les exposent à la maladie. Et là, c'est important que beaucoup de recherches ont montré une chose. D'abord, la recherche n'a pas changé avec le Covid, mais je dirais qu'elle a entraîné une petite évolution mentale chez les chercheurs. C'est de dire, attention, là, on étudie un objet. C'est pas seulement des fourmis, c'est pas des étoiles, c'est pas des objets, c'est des êtres humains. Et je dirais que le Covid a encore plus amplifié la rupture, le fossé, le gap, plus le divorce même, je dirais presque le divorce entre les chercheurs et les politiques, alors que le Covid a encore plus consolidé les politiques inhumaines, de désimmunisation identitaire, sécuritaire, souverainiste des politiques migratoires. Regardez tous les discours racistes qu'on a entendus pour le Covid. En France, on arrivait même à dire que les Asiatiques sont les importateurs du virus. On disait que les Noirs transmettent plus facilement le Covid que les... Alors qu'on a eu tout ce discours identitaire, sécuritaire, anxiogène de la part du politique et d'une partie de l'opinion publique, les chercheurs ont au contraire inversé leur méthode, alors qu'il y avait une sorte de distance obligée à cause du confinement, mais ça a aussi entraîné une forme de rapprochement, de volonté de développer des études locales, des études ethnographiques, des études où on regarde le migrant dans sa dimension humaine, dans sa dimension d'humanité, dans sa dimension d'universalité. Et oui, quelque part, même si la recherche n'est pas militante, même si les études que nous développons dans nos revues scalabriniennes et dans la revue Migration Société en particulier ne sont pas des revues militantes, elles contribuent à réintroduire de l'humain et à inverser, au contraire, ce qu'on appelle le processus de déshumanisation des politiques migratoires. C'est peut-être ça où la parole des chercheurs est forte, réintroduire de l'humain, de l'humanité, là où les politiques en font des objets. Merci.